Prêt pour la suite des aventures de notre grand brûlé préféré? Je pense que oui, si vous avez cliqué, c'est parce que vous voulez, hein? Ben oui. Alors, on avait fini avec le 4e chapitre, n'est-ce pas? Où il était mort, encore. Encore, comme Jason. C'était un film correct, mais étrangement, sans trop qu'on s'explique pourquoi, le 4e, ben c'est le plus gros succès commercial. Hein? Alors il fallait bien qu'ils enchaînent avec un 5e, qu'on le veuille ou non, hein? C'est comme ça, hein? Cash. Ah oui. Alors le 5e s'intitule A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child, ou Freddy 5, l'héritier du rêve, au Québec, ou Freddy 5, l'enfant du cauchemar, en France. Alors, le scénario de ce 5e chapitre a été écrit par un certain Leslie Bohem, dont le CV, à l'époque, se résumait à un seul script. Oui, celui de House 3, The Horror Show. Pour ceux qui s'intéressent au nanar, c'est un bon nanar. Il participera plus tard à la rédaction de Jason Goes to Hell, The Final Friday, le pire de toute la saga. Ben oui. Hein? Alors, ça en dit long sur le talent limité de ce scénariste, n'est-ce pas? Et ce Dream Child sera réalisé par Stephen Hopkins, dont le CV était à l'époque constitué seulement d'un film, lui aussi, un film australien, Dangerous Game. Ah! Fait que c'est pas des gens expérimentés, hein, qu'on allait chercher dans ce... Ben, il a sûrement raison, hein? Plus tard, par exemple, ce type-là, Stephen Hopkins, il va réaliser Predator 2, qui était moyen, hein, qui était décevant aussi. Mais aussi Blown Away avec Jeff Bridges et Tommy Lee Jones, que ça, j'avais bien apprécié. Alors, ce film, ce Dream Child, s'ouvre sur 2 corps qui copulent en gros plan. Les corps d'Alice et de Dan. Après leur baise, Alice se lève en silence sans dire un mot et se dirige vers la douche. Je pense qu'il y a 2 sortes de personnes. Ceux qui aiment se laver avant de copuler et ceux qui y vont après. Moi, j'ai une préférence pour les avant. Mais c'est... Ben, peut-être elle en fait avant et après. Oui, il y a des filles comme ça, c'est vrai. Alors, elle se dirige vers la douche, hein? Et au moment où elle procède à sa toilette, on remarque que le couple, là, il semble avoir de sérieux problèmes de plomberie, hein? Parce que il y a de la merde qui remonte des tuyaux, puis qui sort du trou d'évacuation. Puis en plus, on a un point de vue, hein, de la merde qui sort. Ouais. Ah C'est oui. spécial. Ah oui. Alors, la douche est bientôt hors de contrôle, n'est-ce pas, et se remplit complètement d'eau. Ben oui, en quelques secondes. Hey, on parle plus de petits problèmes de plomberie, là, c'est sérieux. Là. Ah oui. Alors, Alice se retrouve entièrement sous l'eau. Hein? Dans la merde. Ben oui, puis là, désespérée, elle frappe contre la porte de douche. Puis la porte finit par s'ouvrir. Mais Alice, au lieu de se retrouver sur le sol de sa chambre de bain, elle se retrouve dans une espèce de couloir sombre d'un sinistre établissement. Elle est flambant nue, elle marche le long du couloir, puis elle se retrouve tout à coup dans les vêtements d'une nonne. Ah! Et on constate tout de suite après que le couloir aboutit sur une pièce remplie d'individus chelous et qui semblent tous plutôt instables et perturbés. Ouais, sauf l'un d'entre eux, qui ressemble, qui a une physionomie qui nous dit quelque chose. Lui, il est calme. Alors, Alice découvre un badge sur son uniforme, sur lequel on peut lire le nom d'Amanda Kruger. Tiens. Et c'est là qu'on se rappelle le terrible récit qu'une vieille nonne fantôme avait raconté à un certain Dr. Gordon dans le 3e chapitre, Dream Warriors. Oui, exact. Oui, en fait, c'était une nonne qui était restée enfermée par erreur dans un asile d'aliénés, puis elle s'est fait abuser par une centaine de fous meurtriers. Et c'est ça qui a donné naissance à Freddy Krueger. Là, il y a un des gardiens de l'établissement, un parfait abruti, à mon avis, qui essaie de compter les patients à l'œil, hein?
à quelques 100 mètres de distance. Mhm. Bonne chance. Ouais. Évidemment, au bout de 2 secondes, il abandonne son compte. Et ils sortent tous deux, ils ferment les portes. Et là, c'est le congé des fêtes, si je me trompe pas. Mhm. Et, Amanda, qui est Alice, se retrouve enfermée dans l'asile parmi les 100 fous meurtriers. Et là, oh non, on pense qu'Alice va revivre les atrocités qu'Amanda a vécues, le viol collectif, mais heureusement, elle se réveille juste à temps. Ouf! Pour découvrir que le père de Freddy est dans son lit! Tabarnouche. Mais non, elle se réveille une fois de plus, ben oui, parce que là, on n'est pas à l'abri des clichés dans ce film-là, et le cliché du double réveil, Ouais, on y a droit. c'était Évidemment. comme ça, hein. C'est pas fini, c'est juste le commencement. C'est Alice in Wonderland, actually. Oui, Ah, c'est ça. Alors, nous retrouvons ensuite Alice et Dan à la cérémonie des remises de diplômes de leur lycée. Nous faisons du même coup connaissance avec des nouveaux personnages. C'est les futures nouvelles victimes de Freddy, hein? On comprend comment ça marche. À force, on est rendu au 5e. Ben oui. Ils vont tous crever. Je me demande pourquoi, mais bon. Alors, il y a Marc, le jeune artiste de bande dessinée, hein? Évidemment. Notre ami Marc aussi, hein. Eh Là, c'est lui, c'est toi, attention là, Freddy Krueger. Alors, il y a aussi Yvonne, c'est une étudiante modèle, mais aussi en plus, dans ses heures de loisirs, elle est aide-soignante volontaire. Mhm. Mais en plus de ça, elle trouve le moyen de s'entraîner en plongeon. Alors aussi, il y a Greta, la pauvre fille mannequin malgré elle, forcée par sa mère, tyrannisée par sa mère, hein, qui est bien déterminée, elle, à faire de sa fille un futur top modèle. Et pour ça, elle exerce un contrôle absolu sur tout ce qu'elle mange, sur ses heures de sommeil et tous les autres aspects de sa vie. Le soir venu, alors qu'Alice marche vers son casse-croûte pour y travailler, comme à chaque soir, parce qu'elle travaille encore de nuit à son casse-croûte minable, elle se retrouve plutôt à l'asile et bascule à nouveau dans un cauchemar. Cette fois, elle se retrouve dans la peau d'une infirmière et elle assiste à l'accouchement d'Amanda Krueger, qui donne naissance à son bébé difforme et monstrueux. C'est pas nécessaire, me semble, mais Non. c'est ça. Le fœtus s'échappe du ventre de sa mère pour se réfugier dans une église. La même église où Alice a vaincu Freddy dans le précédent film. Alice le suit alors qu'il entre dans le pantalon et le pull de Noël de Freddy. Oh oh! Quelque chose qui va se passer là. Ben oui. Tandis que le plancher s'élève sans qu'on comprenne pourquoi. Moi, je comprends pas. La silhouette encore mal formée de notre grand brûlé préféré commence péniblement à se lever, mais il y a de la misère. Et au même moment, le vitrail derrière lui explose, ce qui détruit complètement l'église et propulse Freddy au plancher, nous laissant voir ses drôles de pieds en passant. Il fait tout péter! C'est cocasse! Mais heureusement, il se reprend et finit sa résurrection avec un peu plus de dignité, plus proprement, sauf qu'il gâche complètement son effet en lâchant l'une de ses pires punchlines. It's a boy! Mais sa fanfaronnade est interrompue par l'entrée en scène de sa maman en personne, la nonne Amanda Krueger, même si elle ressemble pas du tout à la version plus vieille du troisième, mais ça, on s'en fout, hein? L'angélique nonne fait fuir Freddy. Il a encore peur de sa maman, pauvre Freddy. Ça fait pitié, ça, hein? Mais les portes se referment. Amanda a le temps de lui crier qu'elle doit venir la retrouver dans la tour. Parlerait-elle de la tour de l'église de l'asile, la même où le docteur Neil Gordon avait rencontré sœur Amanda dans Freddy 3? C'est bien possible. Peut-être que son âme s'y retrouve toujours prisonnière, hein? Peut-être. Ça se peut. Quand Alice rouvre les portes de l'église, puis elle sort, elle se retrouve dans le snack, son lieu de travail. Et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'elle dormait? C'est pas clair. Alice ne s'est pas réveillée. Alors, si elle dormait pas, comment ça se fait qu'elle a rêvé? Sa collègue lui dit qu'elle a 4 heures de retard et qu'elle commençait à penser qu'elle était morte. 4 heures! Ça fait long pour un rêve éveillé, hein? Ben oui.
Alors, troublée, Alice donne un coup de fil à Dan, malgré qu'il soit passé minuit, pour lui dire que Freddy est de retour et qu'il a en plus trouvé le moyen de la tourmenter alors qu'elle ne dort même pas. Dan, qui se trouvait à un genre de pool party intérieur avec ses potes, il a visiblement pas trop le goût de venir la réconforter à ce moment-là, même si avant cet appel, il semblait parfaitement éveillé puis en pleine forme, hein? Mais dès qu'il prend le volant, il souffre tout à coup d'une soudaine et extrême fatigue. Il s'endort sûrement au volant, puisque la ceinture de sécurité le ligote comme un saucisson pendant que Freddy en personne apparaît sur le siège passager de son pick-up. Il saisit une bouteille d'alcool tellement concentrée qu'elle fait fondre sa chair comme de l'acide. Freddy s'arrache un bras pour le fun, hein, et fait perdre le contrôle à Dan, qui évite de justesse une collision, puis freine brusquement. Si brusquement qu'il passe au travers du pare-brise. Il se retrouve bizarrement à nouveau à la piscine, sauf que la place est maintenant complètement vide. Dan sort dans le parking et s'empare d'une moto qui passe en mode turbo et fonce comme une fusée, esti. Mais des fils électriques sortent de la moto et transpercent la peau du pauvre Dan qui fusionne avec la moto et se transforme en un genre d'homme-machine. En réalité, Dan se trouve toujours au volant, endormi dans son pick-up et il fonce droit sur un camion, alors qu'il était presque arrivé à destination. Alice, qui a eu la vision de l'accident, sort de son casse-croûte en courant et constate les dégâts. Dan est mort. Alice se réveille à l'hôpital où elle tente d'expliquer à son amie Yvonne et à son père que Dan n'a pas eu un accident. Il a été tué par Kruger. Le médecin dit au papa que l'état de stress et les hallucinations dont semble souffrir Alice peuvent parfois survenir au commencement, en particulier après un choc traumatique. Quand Alice demande à Yvonne de quoi parle le médecin, le commencement de quoi, Yvonne lui apprend qu'elle est enceinte. Alors plus tard, sur son lit d'hôpital, Alice a la visite d'un jeune garçon à l'allure étrange et au regard triste qui dit s'appeler Jacob. Jacob lui dit qu'il se sent seul là où il est. Alors il est venu lui dire qu'il est désolé que son petit ami soit mort et qu'il voulait juste voir si elle se sentait bien. Avant qu'elle puisse lui demander comment il peut être au courant pour la mort de Dan, Jacob s'éloigne. Bizarre. Ensuite, nous assistons à un dîner avec Greta, sa mère diabolique et tous ses invités snobs, riches, guindés et extrêmement désagréables. Bien sûr, Greta, qui vient de perdre l'un de ses amis proches, n'est pas du tout d'humeur sociale et n'a pas d'appétit. Et bien sûr, sa mère ne veut pas que sa fille gâche cette opportunité en or pour sa carrière et insiste fortement pour qu'elle se nourrisse. Et bien sûr, Greta s'endort en plein milieu du repas et un Freddy, sapé comme un chef, la nourrit de force. Greta meurt étouffée, j'imagine, et Robert Englund s'amuse comme un ado qui fait du cosplay en lançant ses punchlines cheap. Bon appétit! Elle crève dans son rêve sur la table de dîner de sa mère. Alice revoit l'étrange petit Jacob de l'hôpital qui a l'air encore plus triste que d'habitude. Alice lui dit qu'il serait mieux de rentrer auprès de sa mère. Jacob lui répond que sa mère ne l'aime pas. Puis, il se tourne vers Alice et lui demande pourquoi elle ne l'aime pas. Alice lui demande qui lui a dit qu'elle ne l'aimait pas et Jacob lui répond « Mon ami avec la drôle de main. » Alice sait maintenant comment Freddy s'y prend pour l'atteindre en utilisant les rêves de son fœtus. C'est fort, hein? Ouais. On l'avait deviné, même si on espérait se tromper, ce gamin étrange de 10 ans est le futur enfant d'Alice. C'est le fœtus projeté dans l'avenir, je sais pas. C'est la projection de l'enfant que deviendra le fœtus de Alice. Ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est ça. Aucun sens qu'il ne ressemble pas du tout, mais c'est pas grave. Là. C'est un choix narratif. Hein? C'est un choix de mon gars, Qui sommes-nous pour critiquer la vision créative, hein? Ben oui. Anyway. Pendant une échographie dirigée par Yvonne et le docteur, Alice s'endort et voit en rêve son bébé dans son ventre. Tout près de lui se trouve le gros visage de Freddy dans son utérus.
C'est spécial comme scène. Quand elle se réveille, Alice est hystérique et dit à Yvonne que son bébé est aux prises avec Freddy dans son ventre et que son âme est en danger. Évidemment, ça sonne complètement débile, hein? Embarrassée, Yvonne fait sortir Alice parce qu'elle a honte devant son boss, le médecin. Une fois chez Alice, celle-ci tente de convaincre Yvonne qu'elle n'est pas folle et que Freddy utilise vraiment son bébé dans son ventre, mais Yvonne ne veut pas entendre ses délires. Yvonne va perdre son scepticisme quand elle va elle-même rencontrer Freddy au moment où elle s'apprête à plonger dans la piscine. J'ai jamais vu quelqu'un s'endormir debout sur un plongeon quand il est en train de plonger, mais c'est bien ce qui semble arriver. Mais dans cette Freddy rien à sens, C'est parce ça. qu'il mange puis il s'endort, elle fait comme C'est ça. c'est ça. Alors, heureusement, Alice, qui rêve au même moment dans l'asile abandonné au Kruger aîné, rejoint magiquement Yvonne dans son cauchemar à elle. Juste à temps pour la sauver des griffes de Freddy, qui porte définitivement pas son pull en laine dans cette scène. C'est plutôt un saut de plongée aux couleurs de Noël. Ils ont triché, ils n'ont pas voulu détruire la laine du chandail culte. Alors, Alice entraîne Yvonne dans la tour de l'asile parce qu'elle sait que Freddy, qui a peur de sa maman, n'osera pas venir les trouver dans cet endroit. Et elle a raison, ce petit trouillard de Freddy, hein? Mauviette! Ah oui. Marc s'endort sur l'une de ses planches de BD et se retrouve projeté dans sa planche, exactement comme dans le clip de Take On Me du groupe Aha. Un clip culte qui faisait sensation sur MTV dans les années 80. Par la force de sa volonté, Marc adopte l'apparence du super-héros qu'il a créé pour combattre Freddy dans un décor en noir et blanc, ce qui est plutôt cool, surtout en sachant que le film a été fait bien avant le numérique. Hein. Ça veut dire que tout a été réellement peint en noir et blanc. Mais la scène est beaucoup moins cool quand Freddy devient Super Freddy. C'était peut-être une bonne idée dans le script, hein, mais à l'écran... La marde. Remplacer Anne Glenn par un bodybuilder, c'est embarrassant. Ah oui. C'est comme imaginer The Rock jouer Freddy Krueger Monkey. Alors Super Freddy déchire Marc, qui est maintenant en papier et qui saigne sa couleur, son encre. Ça, c'était cool quand même. Il y a certainement plein d'idées cool là-dedans, mais si on était dans une comédie d'action bourrado, ça serait génial. Oui. Mais dans un Freddy, un film d'horreur... Pas sûr. Pour les enfants, je suis sûr, les jeunes enfants, je suis sûr que c'est une scène hyper cool. Ah oui, mais j'étais moi-même déjà trop vieux en 1989 pour triper. Ouais, c'est ça. Tu peux regarder ça si t'as 6 ans, 7 ans, mais c'est plus ça. Tard, là. Exact. Moi, j'ai vu mon premier Freddy Krueger quand j'avais 7, je pense, 7 ou 8. Ouais, le premier, mais lui... Ouais. C'est ça, justement. Donc ça doit être pour 3 ans, désolé, là. Il reste maintenant seulement Yvonne et Alice, encore en vie. Alice apprend à Yvonne la mort de Marc et lui dit qu'elle doit aller trouver les restes d'Amanda Kruger dans la section abandonnée de l'asile Weston Hill. Pour faire quoi? Elle ne le précise pas, mais elle doit la trouver. Pendant qu'Alice s'endort pour aller confronter Freddy dans le royaume des rêves. Pour la toute première fois dans ce chapitre, elle se sert de son don hérité de Kristen dans le chapitre 4. Il était temps, hein? Son don de se projeter à l'endroit où elle veut dans son rêve. Et l'endroit qu'elle choisit pour la confrontation finale avec son boogeyman, c'est bien entendu aussi l'asile d'aliénés. En fait, les deux jeunes femmes vont au même endroit. L'une dans le monde réel, l'autre dans un rêve. Dès que Freddy réalise où il est, il revit un peu le cauchemar que sa mère Amanda a vécu quand elle s'est retrouvée enfermée par erreur parmi les centaines de fous dangereux. Mais il se fait pas enculer, c'est un peu dommage, je pense. Suce ma puce! Il se fait juste un petit peu démembrer, hein? Juste un petit peu, un bras. Mais il avait déjà enlevé son bras juste pour le fun dans une autre scène. Je pense pas que ça fasse grand-chose. Non, mais peut-être il voulait justement prendre son bras puis rentrer dans son cul. Ouais. Ah! Mais là, c'est l'autre bras. Ouais, c'est ça. Mais il y a les bras amovibles. Il s'en calisse, ça le fait rire, je pense. Pendant le lynchage de Freddy par les 100 fantômes de fous, Yvonne trouve le squelette fantôme d'Amanda dans le cachot abandonné de l'asile. Le squelette un peu flou est assis devant la fenêtre, puis il fait rien.
hein, comme les ados d'aujourd'hui. Oui. Mais elle pourrait faire un joli décor chez elle, mais... Non, elle fait rien. Je pense qu'elle peut pas bouger. Alors, elle est devant la fenêtre et Yvonne la libère juste en lui touchant l'épaule. Ben oui, c'est tout ce que ça prenait. La nonne est figée dans un cachot depuis 50 ans et tout ce que ça prend pour la libérer, c'est le contact de la main d'Yvonne sur son épaule. Bon. Facile. Pourquoi pas? Le fantôme se retourne vers Alice et lui dit « Merci ». Puis il disparaît au milieu d'un vol de pigeons. Pigeon! Si tu veux bon film, ajoute le pigeon. C'est ça, Qui vole. le pigeon, c'est le spectateur. Mais en fait. oui. Alice réussit à convaincre Jacob que Freddy n'est pas gentil et qu'il n'est pas son ami. Et Jacob décide d'écouter sa maman et de tourner le dos à Freddy. Et là, je pense que le don d'Alice de construire le décor dans ses rêves, il y a des bugs. Parce que tout à coup, tout est inversé. Il y a des escaliers à l'envers qui ne mènent nulle part. C'est surréaliste. Puis j'avoue que visuellement, c'est plutôt impressionnant. Oui. Pour essayer de reprendre Jacob, Freddy prend l'apparence de son papa décédé, Dan. Mais cette ruse ne fonctionne pas parce que Freddy, il n'a pas la patience. Hein? Puis il n'est pas convaincant. On le voit tout de suite. Et Alice n'est pas complètement débile non plus. Ben, pas complètement. Elle est blonde, mais oui. Elle crie à son fils que Dan n'est pas son vrai papa. Faut pas oublier que Jacob, il est juste un fœtus. Hein? Normal que... Bon. Alice demande où est passé Freddy. Jacob lui répond qu'il est à l'intérieur, là où il est lui-même. Et là, Freddy, il va sortir d'Alice. Là, on est dans le n'importe quoi. Là. Il y a plus Ben, rien on est déjà depuis le début, Oui, mais là, il n'y a plus rien qui a du sens. Là, c'est la série sur le gâteau, comme on dit. Cette scène est tellement ridicule que je me sens désolé pour l'actrice Lisa Wilcox, qui, selon moi, avait vraiment du talent. Elle ne méritait pas cette humiliation. Non. Mais puisqu'elle est revenue à la vie tout en restant morte, Amanda vient se joindre à la fête dans le rêve d'Alice, toujours accompagnée de ses pigeons. C'est peut-être des colombes, mais ils ont l'air de pigeons. Elle revient pour dire au petit Jacob que pour se débarrasser de Freddy, ben, il a juste à reprendre l'énergie qu'il lui a donnée. On le sait déjà grâce à Nancy, il y a 3 films avant. C'est toujours la même chose. Et ça n'en prend pas plus pour rendre Jacob surpuissant. En lui reprenant son énergie, il va faire régresser Freddy à l'état de fœtus comme au début. Et là, Amanda n'a plus qu'à l'aspirer dans son utérus et le ramener dans l'au-delà avec elle. Jacob, quant à lui, il retourne lui aussi magiquement dans l'utérus d'Alice. Quand je vous dis que c'est rendu n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est débile, c'est... En tout cas. C'est drôle, c'est comme, ça me rappelle la scène Menteur, hein? Quand il dit le singe qui sort de son cul puis il rentre. La même affaire. Sauf que... Sauf qu'il rentre dans là, c'est pas censé être drôle, alors c'est ça le problème. Et le film se termine avec une scène de pique-nique en famille avec Yvonne, Alice et son papa et le bébé Jacob, qui est heureusement plus joli que sa version... Oui. Tout le monde est heureux, tout est merveilleux, sauf que non, puisque la caméra zoom out pour nous montrer les fameuses fillettes fantomatiques qui sautent à la corde en chantant l'hostie de comptine de Freddy de marde. Quelqu'un doit le dire que hein, le saut, c'est passé le temps, ok? C'était les années 80, colis. Va jouer avec ta blette, pétasse. Alors, nos impressions. Sur Freddy. Freddy n'est plus Freddy, oubliez ça. C'est un clown. Il a déjà commencé sa dégringolade dans l'humour un peu débile dans le 4e film. Mais là, ici, là, il est tombé encore plus bas. Hein? Il n'y a rien qui va avec ce Freddy. Son maquillage est raté pour une raison obscure. L'artiste en maquillage David B. Miller, qui est pourtant le créateur du look original de Freddy, celui qui a inventé Freddy, il a complètement changé son design. Il s'est complètement planté. Son nouveau maquillage a l'air cheap. Freddy, il a l'air d'un dude qui porte un masque de sorcière en caoutchouc fondu, câlisse. C'est moche.
C'est vraiment moche. C'est pathétique et c'est absolument pas effrayant. Surtout qu'il est en pleine lumière. Là. Ça, c'est un Toujours. problème qu'on a déjà parlé. Pour ce qui est de sa façon de jouer, ben ça va pas non plus. À aucun moment, Englund est menaçant dans ce film. Non. Il n'a pas été dirigé de la bonne façon. Il est ni comique, ni menaçant. Il est juste nul. C'est vraiment triste de voir Robert Englund comme ça. Ah oui. Parce qu'on l'aime, esti. Alors, je donne 0 sur 10 pour ce Freddy dans ce film, esti. Moi, je donne 0 sur 10 aussi parce que Ben, plus non. capable. J'aime plus dans les prochaines que dans cette merde. Ça Excuse-moi. fait mal à dire, hein, mais c'est ça. Alice. Moi, je l'aimais beaucoup. Ben, on l'aimait beaucoup, le personnage Alice Oui. dans le 4e. Oui. Mais là, tu sais, elle était cliché, mais elle était sympathique. Ici, Lisa Wilcox, elle fait de son mieux. J'ai rien à dire contre l'actrice, mais ça fonctionne plus. Autant elle était forte et badass dans le 4, Oui. autant ici, elle est larguée, elle est perdue. Et elle est plutôt passive. Tout ce qu'elle fait, c'est encourager son fils de rejeter Freddy et de revenir vers elle. C'est tout. Aussi, essayer de convaincre tout le monde qu'elle n'est pas folle, mais... Oui. C'est passif. Elle n'est plus la badass Alice du chapitre d'avant. C'est pas elle, la final girl du film. C'est son super fœtus. Alors, 0 sur 10. Malheureusement, je l'aime, Alice, mais non, ça fonctionne pas. Mais moi, pour respect à elle, je veux dire 1 sur 10, mais Ouais. j'ai la même opinion comme toi. Alors, le film... Ah, boy. Je sais pas comment les scénaristes, le réalisateur et les producteurs ont pu valider le concept de ce film, mais c'est nul. L'idée que Freddy utilise les rêves d'un fœtus pour revenir, c'est nul dès le départ. Il paraît que les fœtus rêvent, mais on s'entend que le rêve, C'est ben, juste c'est les couleurs et tout puis ça. des mouvements, C'est c'est ça. tout. Ça n'a aucun sens. L'idée de projeter une version de l'enfant âgé de 10 ans pour interagir avec Alice et Freddy, ça n'a pas de sens pour moi. Pourquoi? Pourquoi pas une version adulte, tant qu'on y est? Hein? Tant qu'à se projeter, pourquoi pas Jacob adulte? Ça aurait Ouais. eu plus de sens. Oui. Bref, c'est de la merde. Il paraît que cette idée avait déjà été évoquée par Wes Craven au moment d'écrire le 3e chapitre, mais si elle a été rejetée, c'était pas pour rien. Hein? Ah, exactement. C'était une idée nulle, ça fonctionne pas. Quant au jeune acteur qui incarne Jacob, With Hetford, ben, il est creepy. Je pense qu'il a été choisi pour son regard triste, mais il a l'air étrange. Oui. Les cauchemars sont tellement absurdes qu'ils font plus penser à des sketchs parodiques qu'à des scènes de meurtre dans Ouais. un film d'horreur. Ça fait pas peur. Il y a 0 suspense, 0 tension. Ce film est une catastrophe et je le déteste. Et je lui donne 0 sur 10. Moi, je commence par le note. Je donne 0 sur 10 pour plusieurs choses. Genre, je pense que le fœtus... oui, le fœtus peut rêver peut-être, oui, mais qu'on dit en couleur, mais... C'est quoi, elle était enceinte depuis quoi, 2 semaines peut-être? Est-ce qu'il peut rêver vraiment à ce moment-là? Ou quand il commence de développer un peu, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça de la merde. Comme tu dis, my god, tous les meurtres sont débiles. C'est ridicule. Pas capable. Ouais. Comment quelqu'un peut s'endormir quand tu manges, esti? Quand tu Ah, sautes. Quand sur le tu sautes, plongeon. c'est comme, ouais! Ouais, oui, j'ai déjà vu ça avec les chats, mais bon, hein, ça c'est une différente chose. Non, je déteste. Je déteste. 0 sur 10. Voilà. Mais malgré la médiocrité de Dream Child, ben c'est pas un échec. Il y avait un budget de 8 millions, puis il a fait des recettes de 22 millions. C'est assez pour que New Line décide qu'on peut encore étirer la sauce pour produire au moins un dernier film pour finir la saga. Oui, Hein? genre la dernière, avant-dernière. Ouais, mais- Avant-dernière, avant-dernière. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors, ce film sera la fin de Freddy, l'ultime cauchemar. Ça sort sur les écrans seulement 2 ans plus tard. Un premier script écrit par un certain Michael Almereyda faisait revenir Jacob, une chance que ça n'a pas été ça, le fils d'Alice, dans ce nouveau chapitre. De même que plusieurs Dream Warriors du 3e chapitre sont morts.
Comment il aurait revenu en fantôme? Une chance que c'était... Who do you call? Ghostbusters! Même Peter Jackson avait proposé son scénario. Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux. Là. Sa vision à lui mettait en scène un groupe d'ados adorateurs de Freddy, qui au lieu de prendre des médicaments suppresseurs de rêve, ils prenaient des somnifères pour être auprès de leur idole. Ça aurait pu être intéressant. Mais le scénario qui sera retenu est le résultat de multiples réécritures. Ah, déjà, ça, c'est jamais bon signe. Faites par une certaine Rachel Talalay, Michael Almerade, le même qui a fait le premier jet, et le final draft est fait par Michael De Luca, qui écrira pourtant plus tard le dernier bon film de John Carpenter, L'antre de la folie, In the Mouth of Madness, que t'aimes pas, mais que j'adore. Oui. La fin de Freddy sera réalisée par une certaine, justement, Rachel Talalay, qui a participé au scénario. Elle bosse sur la saga de Freddy depuis l'original. Wow. Elle bosse à New Line, d'abord comme assistante de production sur les 3 premiers chapitres, puis comme productrice sur le 4e, et sa ténacité a fini par être payante, puisque Bob Shea, le boss de New Line, l'a finalement laissé réaliser le dernier chapitre. Probablement parce qu'elle a fini par le convaincre à l'usure, et surtout parce qu'elle était prête probablement à accepter un salaire beaucoup plus petit qu'un réalisateur expérimenté, mettons. Ou parce qu'elle a passé en dessous de table, puis... Bon. Sur le genou! Je veux pas aller là-dedans. C'est comme ça, Hollywood, désolé. Oh non, Hollywood est brûlé! Alors... Non, Pas drôle. pas drôle. Alors, ce 6e film se passe 10 ans dans le futur. Tous les adultes de Springwood sont maintenant atteints d'une psychose de masse et il ne reste plus qu'un seul ado encore vivant. Déjà, je pensais qu'il n'y en avait plus, mais il en reste un. Celui-ci est aux prises avec un cauchemar dans lequel il chute d'un avion dans sa maison. Hein? Il chute d'un avion jusqu'à sa maison. Puis ensuite, sa maison chute à son tour dans le vide. Ça fait beaucoup de chutes. Puis on a droit à une apparition absolument ridicule et franchement embarrassante de Freddy en sorcière qui vole sur son balai, câlisse. Ça commence mal, je vous le dis, moi. Ça commence mal. On a le goût de peser sur stop tout de suite. John Doe déboule ensuite une montagne pendant toute la durée du générique. Il déboule, ça finit plus. Et il fait la rencontre d'un sinistre vendeur de tickets d'autobus. C'est une des apparitions obligatoires du producteur de la saga, Bob Shea. Et il se fait ensuite percuter par un bus conduit par Freddy, qui l'envoie accidentellement en dehors des limites de la ville de Springwood, ce qui le place de manière absurde hors d'atteinte de Freddy, qui peut apparemment pas franchir cette limite. Mais sauf que ça ressemble à... C'est Mic, lui qui court vite, Oui, tu sais, vous savez, Roadrunner. il est vraiment genre... C'est genre, je sais pas comment expliquer, La mais... silhouette ouais, découpée c'est dans ça. le décor. Oui. C'est ça. Étant donné que c'est lui-même, Freddy, qui a projeté sa victime hors de sa portée, hein, en freinant trop brusquement, on a le goût de dire, bravo, Freddy, hein? Bien joué. John Doe, qui s'est pété la tête sur un rocher lors de sa chute, se réveille amnésique. On voit que la pierre, c'est pas la même pierre dans les deux, mais Ouais. on s'en fout. Mais au moins, il y a un peu sang. Ils ont pas oublié de mettre le sang. Au moins. Et il est amnésique, il se rappelle plus ni qui il est, ni d'où il vient. D'où son nom John Doe pour le reste du film. Le seul indice qu'il trouve dans sa poche est une coupure du journal de Springwood qui parle de la disparition d'une certaine Madame Kruger, la femme d'un certain Fred Kruger. Tiens. L'article montre une photo de la femme posée devant un château d'eau. C'est un gros réservoir d'eau potable. John est retrouvé par des flics en patrouille qui le prennent pour un jeune toxico et il est amené dans un refuge pour ados en difficulté, dans lequel nous faisons la rencontre de Spencer, un gosse de riche qui fait juste fumer des joints, hein, puis il joue aux jeux vidéo. Il refuse de suivre les traces de son père, beaucoup trop autoritaire. Il y a aussi Carlos, un jeune homme victime d'abus physiques de sa mère, si intenses qu'ils l'ont rendu sourd. Et Tracy, une fille tough,
victime d'abus sexuels de la part de son ordure de père, un gros dégueulasse de pédo incestueux. Ouf, c'est du gros stuff, là. Elle s'entraîne au karaté pour qu'aucun homme ne puisse plus jamais lui faire de mal. Ces 3 ados, abusés et troublés, planifient de s'enfuir en Californie dans l'espoir de commencer une meilleure vie. Le refuge est dirigé par une jeune psy presque jolie, prénommée Maggie. Dans sa mission d'aider ces jeunes âmes perdues, Maggie est aidée par Doc. C'est juste ça son nom, Doc. Doc. Un thérapeute sympathique aux méthodes originales. Lui, il croit en la thérapie par le rêve et il s'intéresse à des croyances étranges concernant des démons du rêve qui errent dans les rêves des humains à la recherche des âmes les plus noires, des humains les plus pervers pour leur donner le pouvoir de transformer les cauchemars des humains en réalité. Pourquoi j'ai pas ce pouvoir, Calice? Ah non? J'ai plein de pouvoirs, mais pas celui. Pourtant, tu m'as déjà tourmenté dans mes rêves érotiques, mais quand même, ça finissait wild. C'était Hell Razor. Anyway, Dr. Maggie interroge le nouveau venu, John, et apprend qu'en plus d'être amnésique, il n'a pas dormi depuis 3 jours. Il dit... Oui, il est dormi ici sur la pierre. Ouais, mais depuis. Il dit que s'il s'endort, il est foutu. Maggie trouve plus tard la coupure de journal dans la poche de John qui parle de Loretta Kruger, mais elle s'endort sur son bureau en la lisant. Et elle fait un rêve dans lequel elle est une petite fille et un homme dont on ne voit pas la tête joue avec elle devant un château d'eau. Tiens, le même que celui de la photo de l'article de journal. Tiens. Puis l'homme se penche et ouvre ses bras en disant « Come to daddy ». Ça pourrait être une scène charmante entre un père et son enfant, mais cette scène a quelque chose de bizarre, creepy dans sa mise en scène. John Doe rêve lui aussi d'une maison près d'un château d'eau et d'une fillette. Et comme dans son rêve, il grimpe un escalier. Dans la réalité, il grimpe dans le vide. Quand il décrit son rêve à Dr. Maggie, elle paraît troublée et devine même que la fillette de son rêve porte peut-être un ruban rouge dans les cheveux. Ben oui. Maggie prend la décision d'amener John contre son gré à Springwood à bord d'un van dégueulasse extrêmement louche dans l'espoir de le guérir de son amnésie. Quand on dit personne, ça s'appelle un enlèvement. Et c'est un crime. Mais quand c'est une psy, par exemple, ça s'appelle une thérapie. Mais oui. Quand John a la vision de la fillette de son rêve qui se tient debout sur la route, il tourne brusquement le volant qui manque de provoquer un accident. Spencer, Tracy et Carlos, qui se cachaient à l'arrière du véhicule pour essayer de s'évader, sont projetés vers l'avant, ce qui risque de compliquer un peu leur plan d'évasion. Et en effet, Maggie se fâche et leur annonce qu'ils vont devoir vite retourner au centre d'accueil. Mais Tracy se laisse pas intimider et l'engueule, la psy, à son tour en lui disant de se la fermer parce qu'elle vient juste de manquer de les tuer, esti. Elle se laisse pas faire, Tracy. Non. Oh non! Elle est badass! Là, c'est beaucoup fait avant, hein? Oui, c'est ça, c'est fini maintenant. Alors, à Springwood, le groupe constate qu'il n'y a aucun enfant, ni aucun jeune dans la ville. Spécial. Même pas au parc d'attractions. Et que tous les adultes sont fous et chelous. Ils collent les enfants. Ils les sniffent. Je sais pas. Il dit, je veux pas te laisser partir plus jamais. C'est chelou. Maggie et John visitent à pied la ville, tandis que les jeunes ont l'ordre de regagner le refuge, mais décident de s'arrêter au 1428 Elm Street, la fameuse maison de Nancy Thompson, maintenant abandonnée, pour y passer la nuit. Mauvaise décision, moi je dis. John et Maggie découvrent, grâce à un professeur fou qui enseigne à des élèves imaginaires, que Freddy était le père d'un enfant et que celui-ci lui a été retiré lors de son arrestation. À l'orphelinat, ils apprennent, grâce à un dessin d'enfant, que le nom de l'enfant commence peut-être par la lettre K. Mais John pense que l'enfant pourrait en fait être lui et que ce serait la raison pour laquelle Freddy l'a épargné. Le premier de la bande à crever,
c'est Carlos. Dans son rêve, il revit la torture que sa mère lui infligeait. On apprend en effet qu'elle lui a crevé les tympans avec un coton-tige géant. Mais dans la reconstitution, Freddy lui transperce aussi le cerveau tant qu'à y être. Freddy lui vole son appareil, ce qui rend Carlos sourd. Et ça a l'air d'exciter Freddy qui se met tout à coup à sautiller comme un gosse de 2 ans. C'est gênant. Hein, parce qu'il fait du bruit puis que Carlos l'entend pas. Ouais, quand il fait après lui. C'est gênant. C'est gênant. Là, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais cartoon! C'est un film pour enfants. Oui. C'est Roger Rabbit, Carlis. Alors, Freddy rend à Carlos son appareil, mais une fois qu'il l'aurait mis en place, celui-ci se transforme en crabe. Comprends pas? Mais c'est bien fait, come on! C'est cool, ça fait que c'est weird. Et ça amplifie les sons au point qu'une goutte d'eau qui tombe fait le bruit d'une explosion. Freddy s'amuse à torturer Carlos avec des aiguilles puis un tableau jusqu'à ce que sa tête explose. Ça, c'est cool quand même. Ouais. Ben, moi, justement, j'aime quand ils mettent une aiguille qui tombe, là, ça fait... Oui. Ouais. C'est quand même j'adore cool, ça. J'avoue que la scène est plutôt intéressante. Ben, mieux que dans la 5, hein? Caline. Vient le tour de Spencer, le stoner, de crever, dans l'univers absurde de son stupide jeu vidéo. Une insupportable scène de cartoon débile. Carrément la scène la plus embarrassante de toute la saga Freddy Krueger. John et Tracy se sont eux aussi endormis dans l'espoir de sauver Spencer. Tracy propose de glisser doucement dans le sommeil grâce à la méditation, mais comme lui a enseigné Doc. Mais John, il prend un raccourci en demandant à Tracy de l'assommer en le frappant à la tête avec un bout de tuyau. Pas de niaisage. Non. C'est moins doux, mais en fait de compte, c'est aussi efficace. Oui. Tracy a juste le temps de casser les couilles de Fred avant de se faire réveiller par Maggie. C'est plus difficile de réveiller John, par contre, parce qu'il est inconscient. Hein, il est assommé. Maggie décide qu'elles doivent le transporter à bord du van et retourner au refuge, mais ils n'auront pas le temps de sauver John. Il va crever, lui aussi, comme un cartoon. Freddy le fera chuter une nouvelle fois dans le vide. Mais, heureusement, le t-shirt de John se change en parachute. Mais, malheureusement, Freddy commence à couper une à une les sangles du parachute pendant qu'il lui apprend que, contrairement à ce que John croit, Freddy n'est pas son père. Non, et que s'il l'a épargné au début du film, c'est pas par accident non plus comme on pensait. Ben non, c'est pour qu'il lui amène sa fille et que grâce à elle, il puisse atteindre d'autres ados en dehors de Springwood. Tout était planifié. Ben oui, c'est pas comme dans Star Wars quand il dit « Non, je suis ton père ». Non, je ne suis pas ton père. Freddy coupe les cordes de son t-shirt parachute, puis place au sol une planche roulante munie de pointes acérées en fer, exactement comme les personnages des Looney Tunes. Il n'y a plus de doute, on est dans un cartoon. Ouais, Roadrunner. Dans le monde réel, John essaye de dire à Maggie que l'enfant de Krueger, c'est elle, pas lui. Mais il a juste le temps de lui dire que c'est pas un garçon. Mais oui, parce qu'il crève. Mais oui, quel con! Au moment de sa mort, l'âme de John est aspirée par Freddy. Mais ensuite, l'âme de Freddy entre dans la tête de Maggie. Wow! C'est... En tout cas, au refuge, étrangement, personne ne se souvient plus de John, Spencer ou Carlos. Comme s'il n'avait jamais existé, excepté Doc. Parce que lui, il s'est entraîné à contrôler ses rêves et il connaît l'existence des démons des rêves et il sait résister à leur influence. Maggie trouve ses papiers d'adoption chez sa mère adoptive. Mais oui, elle commence à comprendre. Nous autres, on a compris depuis longtemps. Ben oui. Possédée par la conscience de Freddy, Maggie revit le moment où elle jouait avec son père.
dont elle avait rêvé plus tôt. Mais cette fois, la scène se poursuit un peu plus longuement et une femme sort de la maison pour dire à l'homme qu'elle ne dira rien à personne sur ce qu'elle a vu. Et là, sans surprise, nous voyons que l'homme mystérieux est Fred Krueger. Non, Et quelle surprise! il dit à la Wow. fillette de rentrer dans la maison pour qu'il puisse parler à sa maman seule à seule. Une fois à l'intérieur, la fillette entre au sous-sol dont la porte est restée ouverte et elle découvre le donjon secret de son papa. Plein Soudain, de gars. la fillette prend sa forme adulte et c'est Maggie. Elle se retrouve devant son papa qui l'appelle par son vrai prénom, Catherine, et lui montre le dessin qu'elle a trouvé à l'orphelinat, qui est en fait son œuvre à elle. Freddy lui dit que grâce à elle, il y a une nouvelle ville avec de nouvelles âmes à prendre. Maggie, ou plutôt Catherine, se réveille. Tracy s'endort et se retrouve en rêve dans la maison de son enfance où elle a subi les sévices de son gros porc de père. Quand il commence à lui caresser comme il avait l'habitude de faire, Tracy le frappe de toutes ses forces. Et à de multiples reprises avec une cafetière en métal en répétant que son père est mort. Son père se relève avec le visage grotesquement déformé et se change en Freddy, évidemment. Tracy n'a pas peur de Freddy et le frappe grâce à ses moves d'arts martiaux. Freddy riposte et l'envoie au plancher en disant « Kung Fu this, bitch! » Tracy la badass... C'est absurde. Tracy la badass n'abandonne pas la bagarre et elle envoie Freddy au plancher à son tour. Elle lui tord un bras derrière son dos et tente de lui retirer son hostie de gant. Mais la main de Freddy se met à tourner sur elle-même en émettant un bruit de perceuse électrique, n'importe quoi. Et Freddy se relève. Comprenant qu'elle n'arrivera pas à le vaincre, Tracy se brûle les bras pour se réveiller. On a déjà vu ça. Nancy a déjà fait ça. Ben oui. Et ça marche. Doc est également en plein cauchemar et doit affronter Freddy qui veut lui montrer qu'il est aussi bon en kung-fu que Tracy, son élève. Et Doc aussi donne une raclée à Freddy. Mais il utilise un bat de baseball. Et là, Freddy lui dit que rien ne peut le tuer. Et là, c'est ta scène préférée. Il dit qu'ils ont essayé de le brûler, puis de l'enterrer. Oui. Puis ils ont même essayé l'eau bénite. Mais rien de tout ça ne l'a tué parce qu'il revient toujours grâce aux démons des rêves. Alors Doc arrache une partie de son pull juste avant de se faire réveiller par la sonnerie de son radio-réveil et constate qu'il a sorti le bout de tissu du monde du rêve et l'a ramené dans le monde réel. Ça aussi, on a vu avec Nancy. Il n'y a rien de nouveau dans ce film. Il conclut que si on peut amener un morceau de lui dans notre monde, ben on peut le ramener lui. Et donc, s'ils parviennent à l'extraire du monde des rêves pour l'amener dans notre réalité, ils pourront le tuer. Maggie Catherine, on ne sait plus comment l'appeler. Catherine? On l'appelait Catherine. Elle dit à Doc et Tracy que c'est à elle d'y aller parce qu'elle est sa fille. Doc lui dit qu'il saura à quel moment exact elle agrippera Freddy grâce au moniteur de la machine à laquelle elle est branchée. Je comprends pas. Mais C'est n'importe quoi. le moniteur va lui dire non, je sais pas. Maggie lui dit qu'elle est prête. C'est alors que Doc lui donne une paire de lunettes 3D en carton. Que je me rappelle quand j'étais au cinéma pour le premier film de 3D. C'était ça, le bleu puis rouge. Non mais, what the fuck est-ce hein? En tout cas. Puis oubliez pas mettre la lunette de Lola, Ouais, ça va être 3D, au nous même aussi. moment. Ben oui. Nous aussi, hein. Alors, les filles ont l'air perplexes. Hein? Mais là, Doc leur explique. Doc leur explique qu'une fois dans le monde des rêves, ces lunettes-là, ben, deviendront ce qu'elles souhaitent qu'elles soient. Comprenez? Oui. N'importe quoi pour justifier la gimmick 3D. Ouais. Genre, moi, je veux Lamborghini. Alors, ça peut devenir n'importe quoi, même si on le souhaite, le moyen d'entrer dans la tête de Freddy. Ça n'a aucun sens. Freddy est déjà dans la tête de Maggie Catherine. Mais maintenant, Maggie va aller dans la tête de Freddy. Oh non! Malkovich. Malkovich. On sait pas ce qui va se passer, mais ça va être fucké. Ça va être fucké, là. Tout le monde est dans la tête, tout le monde dans la tête, du monde dans la tête.
En rêve, Maggie met ses lunettes magiques et elle rencontre les démons serpents de l'affiche de Doc en super 3D des années 80. Puis, elle entre dans le subconscient de Freddy, Oui. comme dans la peau de John Malkovich, où elle assiste à des événements marquants de son enfance et de son adolescence. Elle voit un Freddy enfant qui massacre un hamster à coups de maillet. Elle le voit se faire appeler fils de sang maniaque par ses camarades de classe. Elle assiste ensuite à une correction infligée par son père adoptif, qui est nul autre qu'Alice Cooper. Pourquoi? Et voit qu'à force de se faire battre, Freddy a appris à s'insensibiliser à la douleur pour pouvoir s'en servir. On comprend que le jeune Fred a tué son père adoptif avec une lame de rasoir, même si on voit rien du tout. C'est censuré. Puis on zappe à ce moment-là à la mise à mort de Fred par les parents de Springwood. Maggie assiste même à la visite des démons du rêve qui sont venus voir Freddy pour lui proposer de continuer son œuvre en vivant éternellement dans le monde des rêves. Ah oui. La création, c'est vraiment bizarre. C'est comme un petit sperme de piranha ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ridicule. C'est Ridicule. Mais Alors, c'est trop après- bien. Après ça, Maggie, Catherine, revit pour la 3e fois son souvenir refoulé avec son papa qui vient d'étrangler à mort son épouse Loretta, la mère de Maggie, devant les yeux de celle-ci. Fred lui explique que sa maman était trop curieuse et qu'il a dû la corriger, puis il la fait ensuite promettre de ne jamais rien dire de ce qu'elle vient de voir. La petite le lui promet. Puis, dans le rêve de Maggie Cat, Freddy lui dit qu'elle a parlé et que maintenant, elle doit être corrigée à son tour. Mais Maggie Cat s'agrippe très fort à lui pendant que Doc entreprend de la réveiller. Finalement, c'est plus simple de voir qu'elle s'agrippe parce qu'elle fait ça. Pas besoin de moniteur. Non. Alors, Freddy, lui, il veut pas sortir du monde des rêves. Il s'agrippe, puis là, ses bras s'allongent comme Monsieur Élastique. Hein? Oui. C'est- Comme on a vu encore dans la 1. Sans aucune raison, sa tête, sur sa tête, il lui pousse des oreilles de Mickey Mouse. C'est pourquoi pas, tant qu'à y être, je Ben sais oui, pas pourquoi. c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ratchet Donald, Mickey Mouse, là, Meg, tout là. Maggie Cat se réveille, mais Freddy n'est pas là. Hein? Comme dans l'original. Il est pas proche, en tout cas. Doc et Tracy s'en étonnent et suggèrent que Freddy est peut-être mort après tout, mais Maggie Cat lui dit qu'elle voit encore en 3D et donc c'est pas fini. Vous non plus, tu sais, regardez, ouh, trop dit, ouh. Le trio ouvre une armoire qui contient toutes les armes confisquées par la police aux jeunes violents qui ont été internés au refuge depuis qu'il existe. Il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Des arbalètes, des mitraillettes, je sais pas. Il y a tout ce que tu veux. Ben, tu sais, on est aux États-Unis. Hein. Ah oui. Moi, je veux gagner à feu. Maggie trouve Freddy, enfin, qui tente son numéro touchant de papa qui est mal compris. Oh. Mais ça marche pas parce qu'il brandit son gant bien trop vite. Il est pas patient, c'est ça son problème. Non, c'est ça. Et c'est là que le combat final commence. Maggie frappe son père, lui enlève son gant. Freddy tente d'étrangler sa fille comme il a étranglé son épouse, mais Maggie lui donne un coup de tête, le frappe au visage avec son propre gant, lui mord le nez, lui brise les doigts. Hein? Décidé, Maggie. Freddy se lamente en disant que c'est trop souffrant d'être un humain. Freddy récupère son gant enfin, mais il a bien du mal à l'enfiler parce que ses doigts sont tout tordus. Pendant ce temps-là, Tracy lance les armes à Maggie, toutes les armes, parce qu'elle peut pas rentrer, mais elle peut au moins faire ça. Ben Maggie utilise toutes les armes confisquées pour faire son numéro de lanceuse de couteau Ben et oui. elle les lance sur Freddy avec une certaine adresse, hein, faut bien le dire. Ben oui. Elle épingle Freddy au mur, Ben comme un papillon Ben oui. exposé, tu sais, pour pense- l'immobiliser. Ouais. Je pense qu'elle avait même l'étoile de ninja. Oui, elle avait tout. Puis elle reprend le gant, mais elle hésite à l'enfiler parce que, whoop, là, c'est franchir un pas, là, Oui. tu sais, psychologiquement. Là. Ouais. Pendant qu'elle niaise, Freddy commence à retirer une à une toutes les armes de son corps. Il faudrait qu'elle fasse de quoi, là. Ben Ce oui. serait le temps, là, tu sais. Elle se décide enfin à mettre le gant, s'avance vers son père,
Elle prend son temps, tout va bien. Et elle le poignarde avec son propre gant. Freddy est à nouveau épinglé au poteau. Tracy donne alors une bombe artisanale à Maggie. Et Maggie l'enfonce dans la poitrine. Freddy explose en morceaux. Et les trois démons des rêves en super CGI des années 80, mais ils peuvent plus le ressusciter parce qu'il est dans le monde réel. Oups! Donc il y a des merdes! Tracy, Doc et Maggie sourient comme des idiots pendant que Maggie nous annonce que Freddy est mort. Probablement. C'est comme ça que ça se termine. Je sais pas si... On va voir. Alors, nos impressions. D'abord, Freddy. Ben, son maquillage dans ce chapitre n'est pas mieux que celui du 5. Hein? C'est à peu près pareil. En tout cas, il n'est pas mieux. Pareil. C'est cheap. Freddy, dans ce chapitre, est encore plus un clown, si c'était possible. Chacune de ses apparitions sont embarrassantes pour ses fans. C'est évident que Robert Englund s'est bien amusé dans le tournage de ce film absurde, mais il a complètement oublié, comme la réalisatrice, qu'il incarnait un personnage de film d'horreur et qu'il devait faire peur. À aucun moment, il ne fait peur, à aucun moment, il est menaçant et il n'est pas drôle en plus. C'est bien dommage et je lui donne encore une fois 0 sur 10. Moi, je donne 2 sur 10, mais juste parce que quand j'ai vu ce film, ben, ça m'a marqué parce que j'étais quand même petite puis je trouvais ça drôle. Ben, aujourd'hui, je trouve ça juste ridicule, mais c'est ça. C'est nostalgie. Ouais, c'est nostalgie, mais j'aime, comme je dis, j'aime ça. J'aime cette Freddy plus que dans la 5, donc, c'est ça. Pas moi. 2 sur 10. La Final Girl, Maggie Catherine. Ben, le personnage de la fille de Freddy qui sort de nulle part, son existence, on n'a jamais entendu parler avant, mais là on est rendu au 6e. C'est typique de la fin des séries, c'est toujours comme ça. La même chose s'est produit avec Friday the 13th. Ouais. Dans le 9e, on apprend qu'il y a une demi-sœur, n'importe quoi, ils savent plus quoi faire, fait qu'ils essayent de trouver des idées. L'actrice Liza Zane, c'est la sœur aînée de Billy Zane. Ça, c'est le méchant, le trou de cul de Titanic, la fiancée de Rose. Ouais. Ben, elle n'a pas un grand talent d'actrice, malheureusement. À mon avis, elle est correcte. Ouais, c'est ça, elle est correcte. Le personnage de Maggie est plutôt plate et inintéressant. Et l'actrice donne le minimum syndical. Sa performance est OK, sans plus, même pendant les scènes intenses. Le personnage de Tracy, elle aurait fait une bonne Final Girl. C'est une dure à cuire, forte et endurcie. Elle est abusée par son père, elle est adepte de Kung Fu, elle avait tout ce qu'il faut pour confronter Freddy dans ce chapitre final. Même si elle a son moment, il y a un moment où elle casse les couilles de Freddy, ben elle cède la place, malgré elle, à Maggie. Qui a la moitié moins de charisme. C'est dommage. Bon, je donne pour la Final Girl à Maggie la note de 2 sur 10, parce que c'est pas... On a vu pire, mais c'est pas fameux. Moi, je donne... je pense aussi 2 sur 10. J'aime pas bébé Maggie, mais elle fait un petit peu effort. Donc, elle manque de charisme. Ouais. Ou de conviction. Oui. Le film... J'en ai long à dire. J'ai toujours vu ce film comme une version Looney Tunes de Nightmare on Elm Street, mais en le revisionnant pour faire cette vidéo, ben, je me suis rendu compte que derrière son ton léger, cartoonesque, puis enfantin, ben, il se cache ironiquement des éléments plus dark et plus adultes que ce qu'on a vu dans les autres films avant. Oui. Dans les autres films de la série, depuis le premier, tous les adultes ont toujours été de parfaits idiots. Des parents incompétents, irresponsables, alcooliques. Mais dans ce 6e chapitre, c'est bien pire que ça. Tous les ados sont victimes de violence,
de violence verbale pour le père de Spencer, le stoner, de torture physique de la part de la mère de Carlos, qui lui a percé les tympans, d'abus sexuels de la part du père de Tracy, sans parler bien sûr du père de Catherine, Fred Krueger, le roi des pervers. Alors, c'est un film sur les survivants d'abus. C'est lourd comme sujet quand on y pense. Puis c'est peut-être pour ça que, c'est sûrement pour ça que la co-scénariste et réalisatrice Rachel Talalay a choisi de faire ça dans un ton cartoon, puis d'ajouter un humour enfantin pour essayer de compenser la lourdeur de ces sujets. Et c'est un étrange mélange. Ça donne un arrière-goût indigeste à ce film, parce que c'est comme si on voit un épisode de Bugs Bunny qui traiterait d'abus, de meurtre, de torture, de perversion sexuelle. On se dit, what the fuck? Ça se mélange mal. Ça se mélange mal. Ça fonctionne pas. À mon avis, je sais que le film a des fans. Puis les fans, ils l'aiment pas. Ils l'adorent, ce film. Je sais. Je veux pas vous fâcher ou quoi que ce soit. Mais moi, à mon avis personnel, je trouve que ça se mélange mal. Aussi, Rachel Talalay, elle a, à un moment donné, oublié qu'elle tournait un film d'horreur. En tout cas, c'est ce qui me semble. Voir Freddy déguisé en sorcière sur un ballet, ou jouer à un jeu vidéo, ou crever comme un cartoon en morceaux, puis avec des serpents débiles, c'est extrêmement embarrassant, mais c'est aussi insultant pour les fans de la série et du personnage. Il y avait du potentiel dans le fond, mais dans la forme, ça va pas du tout. Puis c'est bien dommage, parce que certaines scènes entre les mains d'un réalisateur sérieux auraient pu être intéressantes pour la saga. Je pense surtout aux scènes de l'enfance et de l'adolescence de Fred. Aussi, tant qu'à faire revenir Johnny Depp, oui, Johnny Depp est dans ce film, à sa demande en plus, c'est lui qui a dit « je veux revenir ». Pourquoi ne pas l'avoir fait revenir dans son personnage de Glenn, en fantôme, hein, le temps de donner un conseil sur l'art de contrôler les rêves, comme il savait si bien. Pourquoi? Mais non. On s'est contenté de lui faire un sketch débile, une parodie de messages anti-drogue. Une belle opportunité de faire revenir un acteur connu et célèbre, une méga star, mais complètement ratée. C'est dommage. Mais d'un autre côté, s'il a lu le scénario de cette merde, peut-être que c'est Depp lui-même qui a dit de lui donner le rôle le plus insignifiant possible. On sait pas. Puis les 10 minutes de 3D. Si t'as pas le budget pour tourner ton film en 3D, ben laisse tomber. Hein? Mais pas 10 minutes. Ça fait cheap. Apparemment, Rachel Talalay voulait pas tourner en 3D, puis ça lui a été imposé. Puis ce qu'elle a trouvé pour justifier ça, ben c'est délirant. Pour moi, le film reste un ratage presque complet et embarrassant. Mais comme j'ai découvert un sous-texte intéressant, un côté sombre que j'avais pas perçu à l'époque, ben je donne à ce film 5 sur 10. Parce que il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et les flashbacks, ça apporte... c'est vraiment intéressant de voir l'enfance de Freddy. Donc, c'est pas un ratage complet, même s'il y a des scènes qui me mettent en colère, qui me frustrent en tant que fan. Il y a des idées et 5 sur 10. Voilà. C'est moyen. Moi, je commence avec les notes. Ben, moi, je donne 4 sur 10. Pourquoi? Parce que je trouve que, oui, c'est grotesque, c'est cartoon. Mais comme je dis, j'ai grandi sur le Freddy, mais je sais pas, lui, il m'a marqué plus. Pourquoi? Je sais pas. Puis justement, je trouve, pourquoi je donne 4? Parce que je trouve que les meurtres dans cette lui sont mieux que dans la 5. Pas toutes, mais genre, comme je dis, lui avec les aiguilles qui tombent, là, j'adore, là, c'est tellement bien fait, mais lui qui fait comme bang, 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 ça c'est n'importe quoi. Donc, il y a quelques meurtres que j'aime beaucoup. Oui, Freddy Krueger, c'est sûr, il est ridicule, mais je sais pas, j'aime ça. Puis j'aime justement que le sujet est dark. C'est vraiment cool parce que dans les autres, on parle de parents qui sont stupides, c'est tout. C'est vrai. Mais, donc ça, j'aime beaucoup. Puis le 3D, oui, comme je dis, le 3D, là,
vous êtes complètement con, le directeur ou whatever. Vous êtes complètement débile de décider ça. En tout cas, puis oui, la petite sperme humanoïde larve, whatever. Ridicule complètement, là. Complètement débile. Mais, j'aime ça plus que les 5, donc. 4 sur 10. On pourrait conclure en disant que tout dépend de l'âge que vous avez quand vous découvrez ce film. Aujourd'hui, les jeunes vont en rire. Ouais. Parce que on fait plus des films comme ça, mais ceux qui l'ont découvert très jeunes comme toi, Ouais. ben c'est évident qu'on le perçoit d'une autre façon. C'est cool. Ouais. Comme Roger Rabbit l'était. Ouais. Mais je veux dire que dans ce film, justement, dans le 6e, ben, je pense que les menaces sont justement les parents, là, sont tellement... C'est eux les monstres. Ouais. Mais en fait, Freddy n'est pas le seul monstre. Hein. Ouais, Il y a c'est beaucoup ça, de c'est monstres. ça. Oui, ça c'est intéressant, je l'avoue. Et comme je vous dis, je l'ai un peu découvert ce côté-là en préparant cette vidéo. Parce que mon opinion était encore pire pour ce film avant. Et là, j'ai perçu qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus sombre. En fait, l'horreur n'est pas est pas avec Freddy. Non, comme c'est tu l'as dit. C'est ça. L'horreur est cachée. Ouais. Et c'est intéressant. Mais il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées genre ridicules. Il pourrait faire tellement de belles choses, justement, comme la fille qui est abusée par son père quand elle bat avec les choses en métal. Tu sais, il est ridiculeusement déformé. Justement, dans cette chose, il pourrait faire quelque chose grave, quelque chose de dégueulasse, parce que c'est film d'horreur. Maintenant, ils ont gâché ça avec quelque chose en caoutchouc, tu sais, comme... Je trouve ça débile. Bon, ben voilà, ça termine notre 3e vidéo sur Krueger. Mais oui, parce que Freddy Krueger n'est pas fini, hein? C'est pas fini, il y en a tellement à dire. Il reste 3 films. Je vais essayer de mettre tout ça dans un dernier chapitre qui risque d'être intéressant. Et oui. Alors, si vous avez aimé tout ce qu'on a dit, tout le travail qu'on a fait, eh ben, faites-nous le savoir, ça nous fait vraiment plaisir. Mettez un like. Donnez-nous vos commentaires, même s'ils contredisent complètement notre opinion, ça nous intéresse de le savoir. Et voilà, c'est pas parce que c'est notre opinion que c'est la vérité. Au contraire, notre opinion est souvent pas populaire contre l'opinion du reste du monde. Mais c'est pas grave, parce que c'est la beauté de l'échange entre fans. Gênez-vous pas, écrivez-nous ce que vous avez sur le cœur. Et ben c'est ça. Si notre travail vous plaît, ben abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Surtout ceux là qui nous regardent puis qui se sont jamais abonnés. Ben voyons donc, arrête de niaiser puis pèse sur le bouton. Ça fait une grosse différence pour nous. Oui. Mais rien pour vous. Chaque abonné nous fait plaisir. Chacun abonné de plus qu'on a, ça change notre journée. Alors s'il vous plaît. Hein? C'est rien. C'est comme juste, tu sais, quand vous faites un like sur Instagram ou quelque part, ben c'est ça. Alors, ça conclut notre Freddy Krueger 5 et 6. Le prochain s'en vient, la conclusion s'en vient. Mais d'ici là, eh ben... Reste creepy! Bang, bang, bang!